suis Corinne Alberti, je suis épidémiologiste. Je travaille à l'hôpital Robert Debré à Paris et je dirige depuis une dizaine d'années une unité de recherche clinique et un CIC d'épidémiologie clinique. Et mon travail donc consiste en grande partie, pour la moitié, à des tâches transversales, c'est-à-dire d'accompagnement de la recherche clinique sur mon site. Alors très rapidement, je ne vais pas pouvoir faire toute la méthodologie en un quart d'heure et donc c'est vraiment quelques traces que je vais vous indiquer. Comment aller de l'idée à la publication en sachant que le contexte, vous le connaissez, pour aller donc pour parcourir cette ligne droite, eh bien, on est dans le cadre d'une compétition internationale, enfin nationale et internationale, et qui nécessite donc de concilier les besoins donc de la recherche clinique et translationnelle et la complexité de cette recherche. Alors, pourquoi c'est une activité complexe? Mais ça ne doit pas décourager. Donc, de fait de cette compétition, c'est vrai qu'au cours des dernières années, c'est devenu de plus en plus complexe du fait des contraintes réglementaires, et on va en voir en partie ces contraintes, mais aussi puisque pour la recherche de financement, vous passez de diverses commissions d'évaluation avec des exigences scientifiques propres, des financements qui diminuent, la compétition qui est plus importante et donc ces exigences deviennent de plus en plus importantes. La recherche, c'est aussi beaucoup d'intervenants, pas uniquement les chercheurs, mais aussi les patients, les médecins, les personnes qui ont des activités transversales telles que la radiologie, les biologistes, enfin, tout un tas d'intervenants qui fait qu'il faut prendre contact, faire des liens, des contrats, et tout ça, ça prend du temps. Quand vous passez à la clinique, eh bien, c'est vrai que les cliniciens ont une activité clinique extrêmement importante et puis chacun donc, a des contraintes de temps majeures, donc ça ajoute, on va dire, une petite difficulté et il faut arriver à trouver ces financements et le coût de la recherche, c'est quand même un coût fréquemment élevé. Alors, juste quelques traces. On va voir en parallèle finalement comment on va de cette idée à la publication en mettant ce parcours associé aux personnes qui participent et comment ensuite on peut le mettre en pratique dans ce qu'on appelle un protocole. Donc donc l'idée c'est d'avoir le début c'est d'avoir une idée et de formuler la question. Et donc de choisir la méthodologie adaptée. Ceci n'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe qui associe les cliniciens, les chercheurs et les méthodologistes et qui va aboutir à la rédaction d'un protocole qui va prendre en compte donc, ces problèmes scientifiques, éthiques et logistiques. Alors formuler une question de recherche, c'est une étape extrêmement importante puisque c'est là-dessus que ce sera évalué, et notamment pour tout ce qui va être financement, mais aussi éthique, avec donc en perspective, donc un bon projet de recherche, eh bien, il doit être pertinent, doit apporter des connaissances nouvelles, des informations nouvelles, ne pas oublier la faisabilité, parce qu'on peut avoir une idée extrêmement brillante et puis finalement ne pas arriver à le mettre en pratique. Et donc en termes notamment de nombre de personnes que l'on va inclure dans une recherche, les contraintes technologiques et aussi de ne pas être trop ambitieux, c'est-à-dire de ne pas faire un programme de recherche dans un protocole de recherche. Un protocole, c'est fait pour répondre à une question principale et pas multiplier les questions qui complexifient la recherche. Et puis, on doit toujours avoir en ligne de mire l'éthique, c'est-à-dire qu'on doit avoir préserver en fait l'intérêt et le bénéfice de la recherche, l'innocuité de la recherche et le respect de la personne. Alors, comment ça se traduit dans le protocole? Eh bien, c'est ce que l'on inscrit donc en termes de formulation de la question de recherche, c'est d'avoir un objectif primaire, donc de savoir poser une question avec un objectif pour lequel on va mettre en regard un critère de jugement principal, c'est-à-dire ce qui va permettre d'évaluer cette question de recherche, et puis on peut avoir quelques objectifs secondaires. Alors, je vous ai mis quelques exemples de questions de recherche pour ne pas essayer de rester trop ésotérique. Par exemple, quel va être l'effet de la prise orale de glutamine pendant 3 mois sur la fonction et la masse musculaire dans la myopathie de Duchenne?
Quels sont les factors pronostiques? Donc, je vous ai mis l'essai thérapeutique, mais aussi d'autres questions que l'on peut se poser. Quels sont les facteurs pronostiques en termes de survie globale, survie du rein, chez les patients ayant une polykystose rénale autosomique récessive? Quelles sont les corrélations phénotype-génotype? Est-ce que les amnioéchanges améliorent la prise en charge des enfants ayant un laparoschisis durant la vie fœtale? Quelle est la dose d'oméprazole permettant de traiter un reflux gastro-œsophagien chez les enfants nés prématurément? Ou quel est le devenir à l'âge adulte des enfants ayant eu un diagnostic d'hypothyroïdie à la naissance? Donc vous voyez, c'est des questions extrêmement variées qui balayent un petit peu tous les champs et qui ne sont pas uniquement thérapeutiques. Ou encore, est-ce que le monitorage en continu de la glycémie permet d'améliorer la prise en charge du diabète de type 1 chez l'enfant? Alors c'est du vrai, hein, c'est des questions qui ont eu, c'est des protocoles qui ont été mis en place à Robert Debré. Alors l'éthique de la recherche, c'est aussi important puisqu'on doit préserver l'intérêt, le bénéfice et l'innocuité de la recherche. Donc essayer, et on parle en termes de balance bénéfice-risque, et c'est ce qui permet finalement de pouvoir savoir si la recherche est risquée ou pas. Hein. On a des échelles de risque et qui permet aussi de voir derrière les moyens que l'on met, notamment dans la mise en place, le monitoring et la surveillance de ces essais. Donc il faut qu'on maximise le bénéfice et bien sûr sans que le risque soit trop important. Le respect de la personne, et donc là c'est toutes les étapes réglementaires. Quand on met en place une recherche, et notamment une recherche biomédicale, eh bien, vous devez faire l'information et pour certaines recherches, donc obtenir le consentement de la personne. Bien sûr, on doit veiller à la confidentialité des informations collectées. Donc ça, c'est toute la chaîne, notamment quand on est aidé par des personnes, des techniciens d'études cliniques ou des assistants de recherche clinique, eh bien, toute cette confidentialité doit être préservée. Et bien sûr, il y a des mesures un peu spécifiques pour les patients dits vulnérables, les enfants, les fœtus quand on fait de la recherche et la femme enceinte, et d'autres populations plus particulières. Et enfin, et ce qui va expliquer l'une des étapes réglementaires, c'est aussi le principe de justice, c'est-à-dire la possibilité de dédommager si le risque pris par la recherche est important et aboutit à un incident, et donc va imposer au promoteur donc, de prendre une assurance. Alors la méthodologie adaptée, je ne vais pas non plus vous faire la méthodologie en un quart d'heure, très rapidement, c'est que quand on pose une question, il faut se donner les moyens d'y répondre et d'avoir la méthodologie adaptée pour y répondre, pour pouvoir avoir une réponse qui soit valide. Et pour cela, donc cela concerne plusieurs domaines et notamment quelles sont les personnes que l'on va inclure dans la recherche, comment on va constituer ces échantillons, quelles sont les mesures que l'on va faire chez ces personnes et avec quelle méthode et comment on va les analyser. Et donc dans le protocole, eh bien, c'est ces différentes informations que l'on va trouver. Alors la méthodologie, bien sûr, pour prendre en compte ce qu'on appelle l'incertitude et les biais de mesure, et on devra colliger quelles sont les personnes qui collectent, quelles sont les informations que l'on va collecter, et ça va être aussi bien les critères de jugement primaires, secondaires que les facteurs de confusion. Comment, c'est-à-dire quels sont les instruments utilisés. Quand on fait de la qualité de vie, eh bien, on a des échelles particulières. Quand on fait de la radiologie, eh bien, il faut avoir des radiologues compétents qui sont capables d'interpréter les images. Et quand, eh bien, est-ce qu'on suit les personnes 3 mois, 6 mois, 1 an et à quelle fréquence? Donc tout ça, c'est ce que l'on établit dans le protocole. Il faudra choisir le plan expérimental et sans rentrer dans les détails, eh bien, grossièrement, donc on a des études d'observation, des études expérimentales, ce qui va plus vous concerner, qui peuvent être avec ou sans tirage au sort. Donc avec tirage au sort, c'est l'essai randomisé en parallèle classique. On peut, bien sûr, il y a d'autres méthodologies qui sont possibles, comme du crossover, des clusters. Et puis on a des études dites quasi expérimentales sans tirage au sort. Et puis on regarde donc les études d'observation. Donc, après avoir choisi donc, le plan expérimental donc, que l'on définit dans le protocole, il faut définir les tests statistiques appropriés, et notamment pour pouvoir faire la différence entre ce qui est dû au hasard ou donc, les fluctuations d'échantillonnage et ce quels sont vraiment les effets liés à l'intervention que l'on met en place. Et donc tout ceci, pareil, est mis en place dans le protocole, et notamment en termes de qui on va analyser, comment on les définit et quels sont les tests que l'on va prendre en compte.
Donc le rôle de la méthodologie, hein, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet donc d'avoir, de préserver ou en tout cas d'assurer la validité de l'étude, que ce soit la validité interne pour essayer donc de minimiser au maximum les différents biais liés à l'expérimentation, les plus grossiers étant les biais de sélection, de mesure, de confusion, prendre en compte la chance par les statistiques, parce qu'à la fin, comme on ne fait pas d'études sur la population mais sur des échantillons, eh bien, c'est de pouvoir appliquer, quand on a une bonne validité interne de l'étude, c'est de pouvoir appliquer ces résultats ensuite, de pouvoir revenir à la population. Donc ça, c'était la partie méthodologie avec le protocole. Ensuite, une fois qu'on a écrit ce protocole, eh bien, il faut passer à la partie plus technique, on va dire, du dossier, notamment faire un budget prévisionnel. Donc je vous mets en parallèle du côté gauche un peu la cascade et du côté droit les personnes qui peuvent intervenir dans ces évaluations. Donc quand on établit un financement, eh bien, il faut prendre en compte toute la logistique, notamment administratives, pharmaceutiques, les laboratoires si on fait des prélèvements, donc il faut pouvoir les stocker et ensuite les acheminer, les méthodologistes qui interviennent dans le process, les chefs de projet, et ensuite arriver, donc une fois qu'on a fait ce budget, il faut arriver à faire reconnaître l'originalité de l'hypothèse, l'utilité de la question pour pouvoir obtenir un financement. Alors idéalement unique parce que ça simplifie les démarches, mais parfois il faut aller à plusieurs commissions. Ensuite, une fois qu'on a ce financement, eh bien, il faut mettre en place la logistique de l'étude. Donc là, vous avez l'argent qui est versé à la direction de la recherche clinique, par exemple à l'hôpital ou à une administration. Et puis, il faut, pour pouvoir mettre en œuvre votre projet, eh bien, recruter les personnes nécessaires et organiser les circuits des malades, des prélèvements, des médicaments, des données. Et puis résoudre les problèmes réglementaires, donc qui vont, une fois qu'on a ce financement assuré, jusqu'au premier malade inclus, donc trouver un promoteur, donc la personne morale qui va prendre en compte, qui va prendre en charge votre recherche et qui va assurer, donc vous assurer pour cette recherche. Passer le comité de protection des personnes, les commissions nationales, enfin la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, les CTT-IRS, donc le traitement de l'information dans le domaine de la santé, pour tout ce qui est médicaments comment avoir l'autorisation de l'ANSM, donc l'Agence nationale des substances du médicament, et puis probablement passer des conventions avec les industriels et les différents centres qui vont participer à votre recherche pour pouvoir donc inclure si vous avez plusieurs centres. Et puis, une fois qu'on a inclus le premier malade, eh bien, c'est pas fini puisqu'il faut arriver à recruter vite. Donc, il faut motiver les investigateurs. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'investigateur. C'est extrêmement important, motiver ses troupes et rester toujours extrêmement présent auprès de ses collègues. Pensez aussi à collecter les données, les récupérer et puis assurer le contrôle qualité pour aller donc arriver à suivre 100% des malades et arriver jusqu'au dernier malade. Donc il faut une motivation extrêmement importante et ça repose vraiment beaucoup sur la motivation des cliniciens investigateurs. Et puis au cours de l'essai, donc s'assurer de la sécurité des personnes et de la qualité des données. Donc c'est toute la partie, on va dire, statistique et data management et aussi de contrôle des données par les assistants de recherche clinique. Et puis qui peut aboutir, alors surtout quand on a des projets innovants, d'avoir un comité de surveillance indépendant qui permet d'évaluer au cours du temps, par des réunions, donc la sécurité de l'essai au cours du temps. Et terminer l'étude, donc arriver à avoir toutes les données, analyser les données et publier. Voilà, donc la complexité va dépendre beaucoup de la question posée, mais cela n'est pas impossible, puisque voilà, on aboutit à la publication. Et voilà, merci pour votre attention.